Avant que cette vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous rendre sur le Tipeee et le Utip. Vous pourrez ainsi soutenir le projet SNK France gratuitement. Sachez que ça aide vraiment beaucoup le projet. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Salut les squads, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo rapide me concernant, puisque je vais vous parler rapidement de mon avis du scan 124. Je vais pas être très long, puisque Professeur Majax a fait une vidéo qu'il a déjà sortie sur sa chaîne, mais qui m'a autorisé à sortir sur SNK France. Il a très bien expliqué le scan, je vais pas approfondir dans les explications, je vais juste vous donner mon avis rapide sur ce scan. Ce scan est génial, parce que comme l'a dit Majax dans sa review, il fait écho à plein de moments. Et puis on retrouve des personnages qui ont envie de passer à l'acte avant de mourir. On verra Kishadis qui essaiera de sauver la vie de ses hommes. On verra Pixis qui sera transformé en titan et qui est malheureusement... ça fait beaucoup de peine. On a Gabi qui est ici dans une étape de rédemption et qui peut faire penser à Eren. Ah, j'ai beaucoup aimé ce chapitre. On a vraiment un chapitre qui fait écho en fait à tout le manga, à plusieurs phases du manga. On a même l'impression à un moment que Gabi ressemble à Sacha. Et c'est comme ça que la petite sœur de Sacha la voit. J'ai oublié son nom, pardonnez-moi. Rainer, lui, est très mal en point, vu que les murs sont tombés, sa cuirasse est tombée aussi. On se dit vraiment que c'est la fin. Eren contrôle tout, il a le pouvoir originel, il peut tout faire. C'est vraiment le perso le plus important. Peut-être pas le plus important, mais le plus fort du manga à l'heure actuelle. Est-ce que ça serait la bête à abattre? Je vous laisse me dire dans les commentaires. Et puis on a Gabi. Gabi que je n'apprécie pas vraiment, mais je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, elle est en train de faire sa rédemption. Alors je trouve sa rédemption un peu facile, mais là on peut vraiment voir qu'elle a commencé vraiment à changer. Puisque elle, ce qu'elle veut, c'est récupérer Falco et s'en aller. Elle veut pas la guerre, elle veut juste rester avec Falco. Et quelque part c'est beau en fait. Donc est-ce que ce personnage est en train de changer, est en train de se modifier? Je l'espère, parce que c'est un personnage que je n'apprécie pas vraiment. Mais on peut voir que voilà, elle a sauvé la vie de Kaya. Et c'est vraiment très important. On a aussi à ce moment-là Connie qui veut récupérer Falco pour le donner à sa mère, parce qu'on sait que Connie va depuis très longtemps voir sa mère qui est un titan atrophié sur la maison et qui a qu'une chose en tête, c'est-à-dire faire revenir sa mère sous forme humaine. Donc on a un petit peu une bataille pour savoir qui on va garder en vie, et ce qu'on se demande, on peut penser que ce choix sera égoïste, mais on peut aussi comprendre Connie. Connie, c'est pas un personnage que j'apprécie vraiment depuis le début, mais on peut comprendre vraiment qu'il fait ça pour sa mère, et quelque part c'est vraiment très touchant. Et puis le scan se termine de manière magistrale, ça on est toujours surpris avec Isayama. On a le retour de Annie, son cristal qui s'est brisé. Elle se retrouve comme une inconnue dans ce monde, 5 ans après. On la revoit enfin. Alors pour tous les fans d'Annie, ben moi j'aime beaucoup le personnage d'Annie par exemple, et ben on peut être très heureux de ce retour d'Annie, et on peut se dire qu'elle va être déterminante, parce que Isayama ne l'aurait pas enfermée dans du cristal pour pas la faire revenir. Aujourd'hui, elle va revenir. Donc grosso modo pour moi c'était un chapitre de bataille que j'ai beaucoup aimé. C'est peut-être pas mon chapitre préféré, parce que le chapitre préféré, si je me trompe pas, c'est le chapitre 118, où j'ai trouvé que ce chapitre était vraiment ouf, mais ce chapitre 124, franchement, il nous en met plein la vue. J'espère vraiment qu'on aura peut-être un petit peu de nouveau sur Levi et sur Eren le scan prochain, mais ça va très vite arriver, une vidéo va arriver très prochainement. Désolé d'avoir mis beaucoup de temps à sortir cet avis, même cette petite review, mais j'avais vraiment beaucoup de choses à faire ce mois-ci, et puis vous savez c'est les fêtes et tout, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année également, et pour la revue du 125, je vous promets une grosse vidéo. À très bientôt. 自由になれるのかだろう、エレン。壁の向こうには海があって心臓を捧げる。戦えこの世で一番それを持っちゃいけねえのはエレン、お前だ。Alors que les murs tombent, le jeune homme si épris de liberté s'apprête à déverser l'apocalypse sur le monde. De l'autre côté de l'océan, les Eldiens de Mar entendent eux aussi sonner les cloches de la fin de ce monde. Parmi eux, un père qui autrefois sacrifia sa fille pour honorer son devoir de patriote tombe à genoux. Tandis que l'Armageddon de paradis se déchaîne, il se demande au plus profond de lui s'il reverra sa fille, perdue autrefois sur cette île maudite. Au district de Shiganshina, Eren est devenu Dieu, préparant le déluge purificateur. À la fois absent et omniprésent, il domine la scène depuis son Léviathan. Mais l'apocalypse n'est pas pour tout de suite. À Shiganshina se rejoue un drame hélas bien connu.
Avant de survivre à la fin du monde, il faut combattre pour sa vie. Les titans de Sig ravagent le district, dévorant amis comme ennemis. Isayama, en bon conteur, nous livre un nouveau chapitre testamentaire. Le grand terrassement n'est plus qu'une toile de fond où des tragédies humaines se refont. Comme il y a 5 ans à Trost, le bataillon doit faire face aux titans qui les menacent. Si Eren les avait autrefois sauvés, si Levi et le bataillon d'exploration étaient arrivés in extremis, ils sont cette fois-ci totalement seuls. Eren est devenu un monstre. Levi a disparu. Mikasa, Jean, Armin, Gabi et tous les autres ne peuvent plus que compter sur eux-mêmes. La boucle de la tragédie se rejoue une nouvelle fois. Mais cette fois-ci, ils ne referont pas les mêmes erreurs. Ils briseront ici, là où tout a commencé, la boucle tragique de ce monde. Le chapitre 124 est pour ainsi dire un chapitre testamentaire, en ce qu'Isayama décide de rendre hommage au début de son œuvre et en revenant aux origines de son récit. Une humanité perdue livrant un combat à mort contre des titans implacables. L'occasion pour lui de mettre en scène la presque totalité de ses personnages, témoignant de leurs drames, de leurs doutes, mais aussi de leurs évolutions. Rejoignant l'attaque de Trost et d'autres moments cultes de son manga, Isayama nous montre comment ces personnages ont évolué, comment ils se sont dépassés, ou bien comment certains doivent faire face à leurs erreurs. L'effondrement des murs, c'est l'effondrement de ce monde. Dans ce théâtre humain, cerné par les colossaux en marche, l'auteur refuse de sacrifier l'humain au spectaculaire de son apocalypse. Car c'est bien l'homme qui est au centre de ce chapitre. Alors j'aurais pu faire la liste des références de ce chapitre, tellement celles-ci deviennent un jeu entre Isayama et le lecteur. Reprenant avec subtilité certaines situations, de manière un peu plus explicite pour ne pas dire trop évidente pour d'autres, l'auteur évoque ce qui autrefois faisait le cœur de son récit, le temps d'un chapitre. L'humanité contre les titans. Sauf qu'avec une savoureuse ironie, Isayama renverse tout. Le chapitre 124 opère un renversement des valeurs et des situations alors que le monde s'effondre. Dans ce renversement se joue tout le tragique du chapitre. Un père aimant et protecteur poursuit une famille pour les dévorer, se jetant sur une jeune fille impuissante ressemblant à la sienne. Un fier général loyal à ses troupes prend d'assaut un fort pour en dévorer les habitants. L'ami gentil et fidèle trahit les siens pour sauver sa mère en sacrifiant un enfant innocent. Le soldat robuste s'écroule, impuissant. Une comploteuse exaltée attend passivement la mort. La soldate la plus forte qui autrefois mena les troupes vers la victoire est désemparée. Le stratège tant vanté obéit aux ordres d'un autre. Mais dans ce renversement, jaillit aussi toute la grandeur et l'humanité des personnages. Une jeune fille autrefois fanatique et haineuse remplace l'absence de celle dont elle a ôté la vie dans son ignorance, faisant face à ses propres démons. Un jeune fiancé en deuil décide de pardonner. Un jeune homme décide enfin de prendre ses responsabilités pour guider les siens. Un autre, plus vieux, décide de s'affranchir de sa culpabilité et de ses remords pour lui aussi guider ceux dont il a la charge. Tout est inversé. Les sens d'autrefois n'ont plus aucun droit. Alors qu'arrive la fin du monde, certains se révèlent alors que d'autres, désemparés, ne savent plus quoi faire. Si Isayama rejoue parfois à la case près les débuts de son histoire, ce n'est que pour mieux montrer l'évolution des personnages. Ainsi, Jean devient véritablement le leader que l'on attendait, prenant en main la résistance contre les titans. Mikasa et Armin, trop désemparés par la décision d'Eren, semblent eux totalement sous le choc qu'ils ne peuvent qu'obéir à Jean. La sidération remplace leur combativité qui pourtant avait fait la différence à Trost. Seul Jean a véritablement compris ce qui se jouait. Se faisant une nouvelle fois le porte-parole d'Isayama lui-même, il explicite clairement ce que j'avais dit la semaine dernière. Le choix d'Eren répond au choix de l'humanité de les haïr, de vouloir leur destruction. Ils sont eux aussi responsables de ce qui se passe. Eren permettra la paix pour les Eldiens de Paradis, mais au prix d'un génocide dont ils seront les seuls bénéficiaires. Si Jean déroule le raisonnement de manière implacable, il est là une nouvelle fois pour souligner l'abîme moral que cela implique. Jean a toujours été celui qui s'interroge, soulève les problèmes moraux et les conséquences des choix. Sans pour autant juger, il ne tombe ni dans un fatalisme, ni dans une adhésion immédiate. Par son biais, Isayama souhaite interroger le lecteur, le contraignant lui aussi à embrasser ces questions. Mais outre la simple explicitation, Jean prend enfin toute son envergure dans ce chapitre. Le passage de flambeau est d'autant plus explicite avec la mise à mort de Pixis transformé en titan. Dans un dernier adieu, Armin exécute celui qui y a si souvent guidé,
et qui un jour fit confiance à un enfant se transformant en titan. Ce chapitre voit en effet la vieille garde disparaître. L'horreur est d'autant plus palpable quand on voit les monstruosités que sont devenus Nails et Pixies. Nails, ce bon père de famille s'apprêtant à accomplir l'acte le plus cauchemardesque pour lui. Alors que le passé s'effondre, c'est le dernier survivant de cette vieille garde qui renonce au sien. Case Shadis, ancien major du bataillon d'exploration renonçant à son poste sous le poids du remords et de la culpabilité, revient, plus éclatant que jamais pour sauver et guider ses recrues. Il devient d'un coup un de ces héros qu'il admirait tant et qu'il avait renoncé à égaler. Le renversement continue avec Connie qui se dévoile lui aussi dans ce chapitre. Il serait facile de condamner Connie qui prend une décision paraissant totalement absurde et décalée par rapport à la situation. Dire comme certains qu'il agit comme un imbécile total est un jugement facile et dénué de toute réflexion. La voix de Connie est celle d'un personnage devenu quasi tertiaire dans l'intrigue. Il n'avait ni le charisme de Jean, ni le côté attachant de Sacha. Mis de côté par les lecteurs comme par les personnages et l'auteur lui-même, sa douleur éclate d'un coup pour nous rappeler sa présence. La tragédie de Ragako n'était pas un simple élément scénaristique de l'intrigue. Ce n'était pas une péripétie. C'est aussi la tragédie de Connie qui, depuis 5 ans, retourne voir sa mère prisonnière dans un corps absurde. Alors que la fin du monde arrive, Connie a parfaitement conscience de l'opportunité qui s'offre à lui. Plus de marre, plus de danger et la chance de sauver sa mère. S'il n'a pu sauver celle qu'il considérait comme sa sœur, il sauvera au moins sa mère. Comment lui en vouloir en sachant que pour lui, Falco était celui qui était présent ce jour où Gabi tira sur Sacha? Comment lui en vouloir quand il considère l'enfant comme un ennemi capable de se retourner contre eux? Les conséquences seraient minimes. Eren possède le titan original, le reste de l'humanité aurait disparu. Il doit saisir sa chance. Cela ne l'excuse pas, mais cela nous permet de le comprendre. Dire que son acte est stupide, voilà la pire des stupidités. Comment en vouloir à un fils tentant de sauver sa mère? Ainsi cet ami fidèle tourne le dos à ses camarades, prêt à sacrifier un enfant. Cela est encore plus déchirant de le voir prendre cette décision si désespérée, quand on repense au dernier chapitre où nous voyons nos personnages festoyer ensemble une dernière fois. La soirée à Mar n'était pas leur dernière soirée d'insouciance. C'était aussi la dernière soirée où nous pouvions voir les recrues de la 104e, unis et heureux ensemble. Le renversement n'est pas que moral, c'est un renversement des relations déchirées par le fracas d'un grand terrassement à venir. Gabi, elle laisse Rainer derrière elle, comme elle laisse derrière elle ses vieilles rancunes absurdes, fruits de l'endoctrinement de Mar. Elle n'est plus cette jeune fille fanatique voulant détruire les démons eldiens. Sa fréquentation des Browns, la découverte de Paradis, lui a fait prendre conscience des illusions qu'il a menées et de l'absurdité de ses convictions. La case nous la montrant devant le miroir fait bien sûr écho à l'autre case où Eren se noue les cheveux de la même façon. Si le parcours de Gabi a souvent fait écho à celui d'Eren, si les deux semblent liés, cela n'a jamais été aussi explicite. Comme Eren, Gabi prend la décision de défendre les siens. Elle fait preuve d'une combativité et d'une fidélité indestructible. Mais la différence se fait ici lorsqu'elle décide d'aider les Browns. Cela ne l'aidera pas à sauver Falco, mais elle marque sa fidélité non seulement à son ami, mais aussi à l'humanité tout entière. De manière incompréhensible, Internet semble vouer une haine farouche à ce personnage qui se révèle finalement une Eren inversée. Ce n'est pas un hasard si la nouvelle époque s'ouvre sur elle et la suit. Gabi n'est pas là par hasard, elle est peut-être le pont qui permettra la paix. Fidèle à Mar et aux Eldiens, elle a pourtant dépassé sa haine de l'autre pour s'ouvrir à lui, pour parler. Elle est celle qui a dépassé les haines et les rancunes, qui s'est dépassée elle-même pour devenir ce lien entre deux mondes irréconciliables. Reste à savoir si elle y parviendra. Quand elle retrouve Armin et Mikasa, elle ne souhaite plus se battre, juste arrêter la tragédie en route et sauver son ami. Le chapitre se finit sur l'un des cliffhangers les plus attendus du manga. Le retour d'Annie qui sort enfin de sa stase cristalline. Si la dernière planche est bien sûr un écho à la première, cette dernière donnant d'emblée la clé de ce final, c'est aussi encore une fois un écho ironique à la première partie du manga. Alors qu'Eren reprenait sa forme humaine, surprenant tous les lecteurs, à la fin de la première bataille de Trost, Annie prend sa place ici. Comme lui à cette époque, elle est une inconnue dont on ignore la réaction face à la situation. On peut déjà parier qu'elle s'opposera à Eren pour respecter son vœu. Mais que pourra-t-elle faire? Le pouvoir d'Eren est si grand. Tout le chapitre baigne dans une ambiance de fin du monde, rendant presque insignifiant tout ce qui s'y passe. Et pourtant, c'est l'humanité qu'Isayama met au centre. Une humanité renonçant à ses rancunes, s'entraidant et collaborant pour survivre. Ce n'est pas un hasard si le chapitre s'ouvre sur une scène banale de la vie quotidienne. Eren n'est plus qu'une silhouette cauchemardesque en fond. Les colossaux, des ombres qui cerclent le théâtre de Shinganshina. L'apocalypse n'a jamais été aussi proche, et pourtant, on reste à hauteur d'homme, s'intéressant au drame de chacun. Finalement, ce qui se joue, c'est cette humanité au-delà de tout manichéisme, qui gagne petit à petit son droit à survivre. Ce n'est pas simplement la boucle de la tragédie de Trost qui est brisée.
c'est la tragédie de l'humanité elle-même, cette boucle infinie de haine et de rancune, faisant de la violence le seul moteur de l'histoire. L'oppression est ici mise à bas. Gabi, Jean, Nicolo, Kaya, Chadis et tous les autres semblent prouver que le jugement des reines est erroné. Le grand terrassement porte bien son nom. Il s'agit de tout remettre à plat, de faire table rase du monde et du passé pour parvenir enfin à la liberté. Si de manière pragmatique cela peut apparaître comme la seule solution, est-ce pourtant juste? L'homme est à la fois ange et bête, disait Pascal. Gabi et Nicolo, dans leur conversation, semblent l'invoquer. C'est eux qui donnent les clés du message de ce chapitre. Il n'y a pas de démon, mais simplement une part d'obscurité en chacun de nous qui menace à tout moment de surgir. Un démon produit par les systèmes oppressifs, la haine, l'histoire et les passions. Un démon que chacun se doit de combattre et de dépasser au mieux. Voilà peut-être le vrai combat pour la liberté.